Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. On vous souhaite la bienvenue, on va parler emploi. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Merci d'être avec nous. En première partie, les déménagements des salariés à plus de 100 km des entreprises ont augmenté de 25%. C'est l'un des plus grands constats en matière d'emploi. La mobilité professionnelle et géographique sont au cœur de l'actualité, avec ces super diplômés qui quittent leur boulot des quartiers d'affaires pour devenir des néo-artisans. On en parle dans quelques instants avec Jean-Laurent Casselli qui est avec nous, auteur du livre La révolte des premiers de la classe. Changer sa vie, la dernière utopie, aux éditions Arquet. En deuxième partie, on reviendra sur ce chiffre de 2021. 49% des actifs français envisageaient, effectuer ou avaient déjà réalisé leur reconversion professionnelle. Sandra Giquière, directrice générale d'Envergure, reviendra sur les formations, notamment dans le secteur agroalimentaire, qui ont permis à des personnes non seulement de se reconvertir, mais parfois même de changer de région. Et puis la troisième partie, la fondation INFA, c'est la première fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la formation professionnelle. Jean-Baptiste Morin sera avec nous, directeur général de l'INFA, nous dira comment un organisme de formation répond aux besoins de recrutement de ces entreprises par le biais de parcours sur mesure. Et la dernière partie, premier détour sur un cas concret avec le cas particulier du CFA Tourisme qui transforme des emplois saisonniers en formation en contrat d'alternance. On fera le point avec Jean-Christophe Vaux, directeur du Village Club et Spa Cap France-Théroux. Et bienvenue dans les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Jérôme Laverny, la mobilité professionnelle et géographique sont au cœur de l'actualité. On le disait il y a quelques instants. Parfaite augmentation. C'est vraiment les entreprises doivent s'adapter aujourd'hui. Oui, tout à fait. Rémi André l'annonçait, pendant 15 jours, il va faire très moche. Il va pleuvoir excessivement. Donc il faut absolument lire cet ouvrage, La révolte des premiers de la classe, car il y contient quelque chose qui nous apparaît et nous échappe très fréquemment, c'est-à-dire ce que l'on a sous nos yeux, pour venir en écho à un précédent ouvrage également de Jean-Laurent Casselli et Jérôme Fourquet. Oui, ça bouge sur le marché de l'emploi, ça bouge au point de ne pas parler simplement de mobilité professionnelle. On va en parler, changer de métier, c'est dans l'air du temps. Ça bouge également du point de vue des mobilités géographiques, changer de lieu, retrouver l'Éden rêvé. Tout cela embaumé avec ce concept de sens du travail. C'est ce que permet d'avoir comme éclairage ce très bel ouvrage de Jean-Laurent Casselli, La révolte des premiers de la classe, augmenté, et c'est tout à son honneur d'avoir constaté dans un premier temps que après ces aspirations à changer de métier, aux fameuses reconversions dont on a déjà parlé, dont on va reparler à nouveau, il y avait aussi, et derrière, et drainant la vie privée, aussi une aspiration à d'autres lieux, d'autres styles de vie, et c'est ce que nous permet de découvrir cet ouvrage. Jean-Laurent Casselli, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous avez pu constater justement ce basculement depuis le Covid-19 ? Dans le micro. Proche du micro. Voilà, je me rapproche du micro. Tirez bien le micro derrière, voilà, de vous. Okay. Voilà, très bien. Bien comme ça. Bonjour, merci de votre invitation. Bonsoir plutôt. Effectivement, j'ai voulu, non pas réécrire, mais mettre à jour ce livre, La révolte des premiers de la classe, qui était paru initialement en 2017. Il reparaît à chaque élection d'Emmanuel Macron, mais c'est un hasard, c'est une coïncidence. En tout cas, je voulais, 5 ans après, faire un peu le bilan de savoir où on en était vis-à-vis des changements de vie, des reconversions professionnelles, d'autant que, comme vous l'avez annoncé, entre-temps, il y a eu quand même le Covid, qui a reconfiguré beaucoup de dimensions de la vie des Français, notamment leur rapport au travail. Ça a reconfiguré ou ça a accéléré ? En fait, on dit souvent que dans toutes les tendances, ça a plutôt révélé mis en lumière et accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. C'est vrai pour le commerce, c'est vrai pour le rapport au logement par exemple, et c'est vrai aussi pour le rapport au travail. On a vu évidemment exploser le télétravail, on en reparlera, mais je pense que aussi la plupart des gens qui avaient quelque part une idée en tête de changer de vie, de réorienter un peu leur carrière, se sont dit là finalement on saute dans le grand bain. Ouais, voilà, c'est-à-dire que foutu pour foutu quelque part, vous avez deux réactions. Il y a les gens qui se disent c'est la crise, c'est la fin du monde, il faut vraiment rester sur ses positions, conserver ce qu'on a et ne surtout pas partir à l'aventure. Et les autres se disent, et c'est vrai aussi dans les périodes de crise économique, de guerre, en fait c'est le moment idéal pour innover, pour changer, pour faire quelque chose d'un peu surprenant. Voilà. Est-ce que ça n'a pas marqué une nouvelle fracture entre les salariés, entre l'école bleue et l'école blanc ? L'école bleue qui sont sur la chaîne de montage, eux, ils peuvent pas déménager parce que la chaîne de montage, elle est toujours dans l'usine. C'est ça, elle n'est pas délocalisable.
c'est pas tout à fait juste et c'est ce qu'on verra dans la deuxième partie. Absolument. Et je voulais quand même anticiper là-dessus, et les cols blancs qui, eux, peuvent aller faire de l'informatique, tout ce qu'on veut, de la conception, de l'ingénierie, à 1000 km de chez eux s'ils ont envie. Alors pour la théorie, vous avez raison, mais en pratique, ça fait quelques mois déjà que les grandes entreprises ont sifflé la fin de la récré sur le télétravail. Il y a eu par exemple des cadres qui sont partis loin de la région parisienne, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, dans le sud de la France, avec du 100% télétravail. La côte basque, ça a explosé les prix. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet récurrent en fait sur lequel je travaille, parce que c'est vrai que la côte basque révèle en fait est devenu un peu le territoire dans lequel tout le monde a envie d'habiter. Et la parisianisation, le fait d'acheter cash et comptant et sans négocier le prix. En tout cas, les agents immobiliers voient que toute la façade atlantique est en train d'être dynamisée par l'arrivée, pas seulement des Parisiens, mais de populations de cadres et de télétravailleurs. Avant, il y avait seulement les retraités qui avaient une pension, qui avaient le choix de leur lieu de vie, qui pouvaient aller vivre un petit peu au soleil. Aujourd'hui, les actifs, une partie des actifs, ceux qui ne sont pas derrière la chaîne de montage, en tout cas, ont aussi la possibilité de choisir leur lieu de vie. Alors, évidemment, à moduler avec la réalité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en entreprise, on a quand même des présentations avec des clients, on a des réunions, on a tout un tas de choses qu'il faut faire quand même sur place. Et si beaucoup de cadres parisiens, par exemple, sont partis à Biarritz, peu d'entreprises du CAC 40 ont délocalisé leur siège sur la côte basque jusqu'à présent. Voilà. Leur siège, mais il y a beaucoup de sites de production, j'en veux pour preuve Saint-Gobain, Carglass, qui conservent des endroits où il y a la possibilité de basculer d'une région à une autre sans être un col blanc. Mais pour beaucoup de cols bleus, mais ça on le verra dans la deuxième partie. Vous parlez de sens aussi. Comment vous définissez le sens? Puis, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autobiographique? Pourquoi avez-vous été à Marseille? Vous êtes flic ou quoi? Je ne m'attendais pas à cette question. Ce soir, oui. J'ai toujours envie. Attendez, vous pouvez la mettre la lumière? Vous êtes en garde à vue. Je pense qu'effectivement, dans ma génération, il y a eu l'idée de changer sa vie, de trouver du sens dans ce qu'on fait. C'est étendu aussi à la sphère, au-delà de la sphère professionnelle. Et l'idée de déménager, d'aller, d'aller ailleurs aussi pour tenter des choses. Je pense qu'aujourd'hui, le territoire est aussi un support de cette quête de sens. Voilà, c'est comme s'il y avait une expression spatiale au changement de vie. C'est-à-dire, concrètement, je peux changer de travail, je peux changer de job, mais je peux aussi changer de région. En tout cas, je pense avec plus de facilité psychologique que les générations précédentes. Oui, voilà. mais je veux bien, Jean-Laurent Casselli, de dire du sens du travail. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette possibilité-là. On a l'impression que c'est quand même lié à une certaine génération qui se dit, j'ai un peu le temps de me voir venir. Aujourd'hui, les seniors, les cinquantenaires, tous ces gens-là, malheureusement, eux, ce qu'ils veulent, c'est du boulot. C'est pas du sens. Je suis pas sûr qu'ils soient dans cette perspective-là aujourd'hui. Vous avez raison. Il y a une fracture vis-à-vis du sens, puisqu'il y en a qui ont. En tout cas, cette fois, tout à fait, c'est confirmé. Vous êtes flic ce soir? Oui, absolument. C'est vrai qu'il y a une fracture en fait entre les gens, comme vous le dites, qui ont le luxe de chercher le sens et les gens qui cherchent plutôt du boulot. Voilà, c'est ça. Et là, on me citait encore hier le cas de tous ces consultants qui partent pendant 1 an ou 2 ans faire le tour du monde en Asie avec leur petit sac à dos et qui disent à leur patron je suis très investi dans mon boulot, c'est super, mais par contre, je vais faire une semaine de 4 jours ou je vais partir 1 an en Asie, puis après on en reparlera. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça c'est un luxe sur le marché de l'emploi que tout le monde ne peut pas se permettre. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. On reviendra sur les reconversions professionnelles qui touchent 49% des actifs français. On en parlera avec vous. Vous allez rester avec nous, avec Sandra Gicker qui est là, la directrice générale d'Envergure. C'est les VV de l'emploi avec Jérôme Laverny et avec Philippe David, bien entendu. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Jérôme Laverny. Nous sommes de retour avec nos invités. Dites-nous si vous avez eu envie à un moment donné de vous reconvertir dans une autre filière peut-être. Vous avez eu envie de déménager, de quitter votre ville et d'aller habiter à 100 km de votre entreprise. Vos appels 0826 300 300. Nous sommes bien entendu avec Jérôme Laverny et Jean-Laurent Casselli est avec nous. Révolte des premiers de la classe, c'est ce livre Changer sa vie, la dernière utopie aux éditions Arquet. Et notre invité, puisqu'on va parler de ces reconversion. Sandra Gicker est avec nous, directrice générale d'Envergure. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes donc une société privée qui accompagne les demandeurs d'emploi pour les intégrer dans des parcours de formation au niveau national. Et aujourd'hui, vous êtes vraiment sur tous les territoires. Alors oui, on est implanté dans 10 régions de France, dont les Antilles-Guyane. Et on est une association, donc c'est important de le préciser. On a 400 collaborateurs et on fait de l'accompagnement. On est sur les sujets d'insertion et de formation professionnelle.
D'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui viennent à vous, c'est qui exactement ? C'est principalement des candidats à l'emploi, donc des personnes qui sont en recherche d'emploi avec un éloignement face à l'emploi plus ou moins variable au regard des prestations qu'on anime, qui nous sont souvent déléguées par les marchés publics de l'emploi. Est-ce que ce sont des filières particulières ? Quel type de personnes ? Sont plutôt des jeunes ? Sont des gens qui cherchent un nouveau travail ou une nouvelle réorientation ? Alors, on a majoritairement des publics dits autonomes, donc des permittents, donc des publics qui ont une moyenne d'âge de 35-40 ans, avec une vraie mixité hommes-femmes, et des personnes qui ont aujourd'hui, qui sont en recherche d'emploi et l'envie de se positionner sur le marché du travail en fonction de leurs appétences, dans un premier temps, leurs compétences. Et leurs besoins au niveau vital, donc de pouvoir avoir un salaire à la fin du mois aussi très basiquement. Et je voudrais vous poser une question à tous les deux entre la révolte ça tombe bien, des premiers. C'est votre boulot. Entre la révolte des premiers de la classe et vous, Sandra Jiquer, j'ai vu le cas de quelqu'un qui était avocat, donc un premier de la classe qui est devenu boulanger. Est-ce que vous avez 2 reconversions aussi originales que celle-ci à nous raconter ? Ah bah moi le livre entier est truffé de ces cas-là puisque c'était le déclic. Mais là, c'est original, vous êtes d'accord ? Oui, bah en fait moi mon point de départ c'était de trouver les reconversions avec l'écart le plus éloigné possible entre le diplôme et l'emploi de base et l'emploi de destination. Par exemple, quelqu'un qui avait fait une école de commerce, qui était consultant ou dans la finance et qui devenait effectivement boulanger ou ébéniste. Voilà, ou artisan, oui. Voilà, c'est ça le point de départ. Donc, Qu'est-ce qui pardon, je rebondis sur ce que vous dites. Qu'est-ce qui dans leur tête se passe en fait ? Est-ce qu'on parlait du confinement tout à l'heure, mais il y a forcément un cheminement en se disant on m'oblige à faire des études pendant des années, je fais un métier, puis finalement ça me plaît plus du tout. Bah voilà, il y a beaucoup de déceptions dès le début d'ailleurs, dès qu'on commence à bosser, parce qu'on se retrouve dans des entreprises avec des open space, donc c'est grand, ouais, désolé, j'ai faim. Ces grands espaces ouverts dans lesquels un cadre sup, vous savez qu'aujourd'hui un jeune cadre sup, il n'a pas un bureau d'angle, ni une voiture de fonction, c'est pas comme ça que ça se passe. Il a un ordinateur portable. Ça c'était avant. Voilà, donc il y a une, je vais pas te pleurer sur le sort des cadres ce soir, mais il y a une certaine aussi prolétarisation entre guillemets de ces métiers-là, surtout dans les jeunes générations. Quand vous êtes en région parisienne, vous avez un salaire de junior, de cadre, vous n'allez pas très loin en termes de loyer si vous voulez vous loger en Paris et petite couronne. Donc c'est vrai qu'il y a eu ce phénomène un peu de relégation de ces métiers qui avant étaient quand même très cotés, très valorisés. Donc il y a ça et puis il y a aussi l'ennui au travail. Voilà. Un petit commentaire, une question. Il faut faire attention aux mots qu'on utilise parce que c'est vrai que de la façon dont on présente les choses, et notamment celle consistant à évoquer quelqu'un qui passant de Bac+5 ferait un CAP, on n'est pas très loin d'imaginer, il faut être précautionneux, qu'il y aurait une dégradation. Ah non, j'ai jamais dit ça. Oui, non, mais c'est ce qui plane un peu dans l'air du temps. Je ne vais pas prévenir la police, mais que ce soir, moi j'ai envie de me reconvertir en policier, que la chose soit claire et nette. J'ai envie de poser cette question. Il y a un lieutenant-colonel de gendarmerie avec nous. Oui, mais c'est pas vous grave. Allez finir avec les menottes, ça vous faire tout plus on est, mieux c'est. Mais il faut se reconvertir. Qu'est-ce que vous entendez par sens du travail ? Quel est le sens que vous donnez au sens du travail dans l'un et l'autre cas ? Car en réalité, que ce soit quelqu'un qui ait des problèmes de santé et soit dans l'obligation de se reconvertir, n'en fasse pas un choix, ait un métier, imprimeur qui n'existe plus et soit dans l'obligation de se reconvertir, et tel ou tel problème privé qui l'amène, quel est le sens que vous définiriez ou vous donneriez au sens du travail ? Pour moi, je pense que c'est principalement l'impact social. Si je reprends l'exemple de l'avocat ou du consultant plutôt que le boulanger, voilà, c'est quelqu'un. Tout le monde est d'accord pour dire qu'un boulanger sert à quelque chose. Voilà, qu'on mange ou pas du pain, on voit tous à peu près sa contribution. Des Français, et on voit plus souvent son boulanger qu'un avocat. Oui, voilà. Sandra Jiquer, justement, vous de votre côté, c'est quoi le dénominateur commun de toutes ces personnes-là ? C'est la nécessité de changer de métier pour une raison X ou Y, ou c'est un choix délibéré pour certains ? Alors, c'est pas forcément la nécessité de changer de métier, c'est la nécessité de trouver un emploi. Aujourd'hui, pour pouvoir vivre sur le territoire français. Aujourd'hui, on accompagne des publics nouvellement arrivés en France. On peut parler des Ukrainiens, des Afghans, des Syriens, par exemple, et où notre travail, c'est d'accompagner ces publics dans le cadre de la réintégration sur le territoire français et de mettre en place et en musique des parcours de mobilité vers des emplois sur les territoires aujourd'hui qui sont réellement en difficulté de recrutement.
Donc c'est vers d'autres régions, ce que vous faites est absolument génial. Vers d'autres régions, ce que vous faites et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe, il est clair, une chose est claire et nette, en zone urbaine, très urbaine, à Paris, gagner le SMIC, c'est très difficile si on est célibataire économiquement. Mettons de côté l'aspect. Et c'est là où tout d'un coup, il va y avoir cet accompagnement qui va permettre tout d'un coup, à pouvoir très honorablement gagner sa vie en ayant le SMIC, mais peut-être en basculant sur des régions où c'est décent de pouvoir le faire. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui s'engagent réellement dans l'accompagnement financier de la prise en charge, par exemple, du premier loyer de cette personne qui est en mobilité géographique. Donc il y a aussi dans notre travail une réelle implication et un accompagnement, ce qu'on appelle un accompagnement global, auprès des entreprises pour intégrer des publics qui sont soit peut-être en reconversion, mais surtout en mobilité et en recherche de stabilité vers l'emploi. Sur une question qu'on se pose assez souvent, c'est finalement, est-ce qu'on connaît ses propres compétences? Est-ce que les gens qui viennent vous voir, en tout cas ou que vous avez croisés tous les deux, ou les personnalités que vous avez croisées, on dit toujours que les femmes se sentent jamais suffisamment compétentes pour un boulot. Aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'elles arrivent à se dire, moi je sais que je suis expert en ça? Non, c'est très difficile de connaître ses compétences si à un moment donné, on n'a pas été réellement accompagné sur une analyse de ses propres compétences. On peut parler des compétences dures, donc des compétences techniques, métiers, et les compétences douces, qu'on appelle aussi les soft skills. Et donc là, il y a des prestations qui existent, comme les bilans de compétences, qui permettent aux candidats aujourd'hui de pouvoir se positionner, d'être plus en maîtrise de ses compétences. Il y a des dispositifs comme le conseil en évolution professionnelle, porté par l'État, qui aident aussi les salariés d'entreprise dans le cadre de l'analyse de leurs compétences et un accompagnement vers une reconversion, une transition professionnelle. Donc, il y a besoin à un moment donné d'être accompagné pour prendre du recul par rapport à soi, pour faire un bilan entre ses années d'études, ses années d'expérience professionnelle, son parcours de vie personnelle aussi, qui permet de grandir et d'augmenter son niveau de compétence et donc son niveau d'employabilité. Est-ce qu'il ne faudrait pas, alors moi je suis contre tout système d'obligation, mais justement de se dire que peut-être une obligation que vous soyez chef d'entreprise, dans une petite entreprise, auto-entrepreneur, justement d'avoir ce niveau de connaître son niveau de compétence pour peut-être permettre à certaines personnes, je vous en parle à vous, de sauter le pas en disant je ne pensais pas être capable de faire ça. Oui, parce que moi les gens que j'ai rencontrés, que j'ai interviewés, souvent sont très capés, sont justement très qualifiés, très diplômés. On a toujours dit que c'était les meilleurs, mais en fait ils se rendent compte que... Mais un diplôme ne veut pas dire efficacité. Voilà, ils ont l'impression que leurs compétences sont complètement... Vous avez parlé de compétences douces et de compétences molles en fait. C'est-à-dire que oui, ils savent envoyer des mails, ils savent négocier, ils savent faire des plans, des rétro-planning très compliqués, mais ils ont l'impression que dans la vraie vie, tout ça sert pas finalement à grand chose. Donc ils ont la théorie mais pas la pratique. La frustration, elle naît encore une fois de l'écart entre tout ce qu'on leur a appris, toute la culture qu'ils ont accumulée et leur impact encore une fois sur le reste du monde, quoi. Et la souffrance, je pense, c'est une forme de souffrance, elle vient de là. Et si cette frustration n'était pas justement la meilleure source de pouvoir identifier le sens du travail, où tout d'un coup, on est là pour le coup, indépendamment de l'impact social dont vous parliez tout à l'heure, le réconfort, la satisfaction, le contentement et le bonheur de voir que ce que l'on fait avancer le schmilblick, que ce soit pour une cause collective ou une cause individuelle. Construire un mur, c'est mettre une pierre après une pierre et avoir la satisfaction grandiose tout d'un coup de le voir s'avancer, et quelle que soit la nature du travail accompli. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. À suivre la fondation INFA, la première fondation reconnue d'utilité publique dédiée à la formation professionnelle. Peut-on imaginer des formations sur mesure? On va vous répondre avec notre interlocuteur dans quelques instants. Restez avec nous et merci de votre fidélité aux vraies voix de l'emploi.